Nous allons parler maintenant de quelque chose qui a l'air d'une évidence, qui ici et en ce moment plus que jamais, mais cette évidence, il faut y insister et un tout petit peu la déployer, et qui est l'importance dans la transmission, les modalités multiples de la transmission des festivals de cinéma. Là aussi, nous avons un peu le privilège extrême d'habiter dans le pays où il y a le plus de festivals de cinéma dans le monde. La dernière, j'ai fait pour le CNC il y a 10 ans maintenant une cartographie des festivals de cinéma en France. Il y en avait 340. C'est nulle part au monde. En même temps, il s'en ouvre quelque part dans le monde à peu près un par semaine, un festival de cinéma. Donc c'est un format qui recouvre des choses extraordinairement variées, mais qui en tant que tel est incroyablement vivant et dynamique. Pour en rester à l'échelle française, ça prend des formes tellement variées qu'on aurait pu faire une journée ou même une semaine rien que sur les festivals. Ça existe, je vous signale, les anglo-saxons ont créé une discipline académique qui s'appelle les Film Festival Studies. Ce sont des centaines et des centaines d'universitaires dans le monde anglophone, qui travaillent sur les festivals de cinéma comme sujet d'étude et de recherche spécifiquement. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire et à penser. On ne va pas faire tout ça maintenant, mais on va simplement réfléchir un tout petit peu à certaines modalités de la transmission grâce au festival, avec deux intervenants qui sont liés chacun à une forme de festival parmi toutes celles qui existent. Christophe Postlik pour le festival de l'USAS, je ne dis jamais la phrase, les états généraux du film documentaire. Voilà, il faut le dire bien, qu'il y a un lieu, il va en dire davantage, j'espère, mais toutes celles et ceux parmi vous qui sont allés savent à quel point c'est un endroit extraordinaire d'implication personnel et au quotidien à la participation à un festival pendant le temps que ça a lieu. Et Xavier Massé, qui est là-bas et qui s'occupe d'un petit festival qui n'est pas tout à fait sans intérêt, qui s'appelle Premier Plan à Poitiers. À Poitiers? Mais non, à Angers. Et de dire quelques éléments chacun de comment, je dirais au-delà de ce que nous savons déjà, ces deux festivals travaillent et font vivre la transmission ou les transmissions du cinéma. Christophe. Bien, merci beaucoup pour cette invitation, pour l'invitation aux États généraux du film documentaire de l'USAS. Alors, je vais alterner des moments de lecture parce que j'ai rédigé un certain nombre de choses au fil du temps, notamment un texte qui a paru dans la revue documentaire que je vous recommande grandement sur le numéro sur Programmé, qui recense un ensemble de situations de programmation et de rencontres avec les publics très très diverses. Et donc dans ce cadre-là, j'ai écrit ce texte qui s'intitule « Pour une adresse », qui parle plus spécifiquement de ma manière d'approcher les situations de projection dans ce festival de l'USAS. Mais je vais commencer, comme Carole l'a fait ce matin, de manière un peu différente, mais à évoquer assez brièvement mon parcours, mais parce que je pense qu'il est vraiment constitutif de les raisons pour lesquelles je suis resté depuis la première fois où je vais aux États généraux, en 1991. C'est un festival qui est né en même temps que Premier Plan, c'est la 37e édition cette année. Et comment se fait-il que j'y sois resté jusqu'à aujourd'hui? Et je pense que mon parcours est très lié à l'attachement que je vais vivre avec ce lieu et avec tout ce qui s'y passe. Donc, j'ai très tôt été engagé dans un mouvement d'éducation populaire et d'éducation nouvelle. Donc, parmi vous, certains le connaissent bien entendu, les CMEA, très proches du travail de Fernand Deligny notamment. Et c'est grâce aux CMEA que je découvre le festival de théâtre d'Avignon. Je pourrais dire même le théâtre tout court, puisqu'à cette époque-là, je fréquente déjà beaucoup les salles de cinéma, mais pas du tout les salles de théâtre. Il se trouve que c'est en 1987, c'est l'année où Vitesse monte le soulier de satin dans la cour d'honneur. Et j'ai la chance, je suis vraiment de passage avec des copains des CMEA,
et je peux me faufiler à l'entracte après minuit. Et donc je suis exposé au Studio de Satin, mis en scène par Vitesse. Je vais rester là une demi-heure, je vais me promener sous les tribunes, je vais croiser des comédiens qui déambulent pendant leur présentation. Voilà, une forte impression. Et puis, dans mon court séjour, j'aurai aussi l'occasion de découvrir des projections de films, notamment Eisenstein et Griffith, dans la cour d'honneur. Et pour moi, le Festival d'Avignon reste aussi très marquant par rapport aux lieux dans lesquels ça se déroule. Et je pense que c'est une des... on a souvent évoqué les conditions d'accueil, et les conditions d'accueil, c'est aussi le lieu dans lequel ça se passe, c'est la manière dont on accueille le public. Donc grandes impressions. Et les années suivantes, avec les CMA, je vais encadrer des centres de jeunes, puisque une des particularités des CMA, c'est d'intervenir à Avignon dans l'accueil des publics adultes, des publics jeunes, et des rencontres internationales. Donc ça, c'est quelque chose qui a été créé en 1955 par Jean Villard, avec les CMA, l'accueil de jeunes de tous les pays pendant le Festival d'Avignon. Et plus tard, avec le groupe national de recherche des CMA sur le cinéma, spécifiquement sur les pratiques de cinéma avec les enfants et les adolescents, on décide d'organiser très modestement quelque chose qui s'inspire des rencontres internationales d'Avignon et de mettre en place ces rencontres. Alors, dans un premier temps, on le fait à Cannes, qui n'est vraiment pas le lieu approprié pour imaginer des rencontres de ce type-là. Mais très rapidement, on va se déplacer vers le festival de La Rochelle. Au passage, parce que c'est un peu concomitant, donc je fréquente déjà le festival de Lussas, et avec le groupe de recherche des CMA, on édite dans la revue de l'éducation nouvelle, qui est la revue des CMA, un dossier spécial qui s'intitule « Le cinéma au regard des enfants ». Et là, donc, moi, je côtoie des gens qui ont été évoqués ce matin, notamment Gérard Lefebvre, qui a été aussi pour moi un compagnon important, compagnon de route. Et je pourrais aussi évoquer Jean-Pierre Daniel, je pense, qui est dans la salle, qui a aussi été dans ce travail et dans la rencontre avec les CMA, quelque chose d'assez fondateur. Et c'est comme ça que j'arrive la première fois à l'USAS, parce que précisément, on organise un stage de formation de formateurs, juste à côté, à Saint-Privat. Et le soir, on va au festival. Et pour moi, c'est la découverte du cinéma documentaire. Je fréquente beaucoup les salles de cinéma, mais je découvre le cinéma documentaire. Et là aussi, c'est un bouleversement, une transformation, ce qui me permet tout de suite de dire, je ne pense pas que ça a été formulé exactement de cette façon-là, mais d'évoquer aussi la mémoire de Jean-Louis Comolli, qui a été un compagnon de route de l'USAS pendant de nombreuses années, et pour qui le cinéma était d'abord une expérience. Alors il disait le cinéma comme expérience contre le spectacle comme marchandise, mais pour moi c'est vraiment aussi fondateur, cette idée que le moment du film, le moment du cinéma, c'est quelque chose qui doit nous déplacer, qui doit être une expérience. Je cite souvent un metteur en scène de théâtre, Claude Régis, qui disait il ne faut pas que le spectateur se trompe sur ce qu'il vient chercher au théâtre, il vient créer. Et donc j'ai vraiment repris à la place du cinéma cette même idée que quand on va au cinéma, il doit se passer quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience et que mon travail d'accompagnement, c'est de créer les situations de cette mise en relation avec une œuvre. Je dis souvent quand j'accueille les stages de bibliothécaires qui ont lieu pendant le festival, et souvent on me demande de venir juste dire 3-4 mots pour les accueillir, que je considère que je fais le même travail qu'elles, c'est-à-dire que je mets en relation des œuvres, quelles qu'elles soient, elles sont cinématographiques en l'occurrence, mais elles pourraient être très différentes, avec des spectateurs. Et en ce sens, un festival fait un travail de médiation d'emblée, de fait, puisqu'on propose à des spectateurs de découvrir des films.
Juste quelques mots, je pense, importants sur les états généraux du film documentaire de l'USAS, parce que je pense que même si certains d'entre vous les connaissent, c'est important de faire un très bref historique, parce que là aussi, je pense que ça permet de comprendre ce qu'est devenu aujourd'hui ce village. En Ardèche. En Ardèche. Tout le monde ne le sait pas. On considère que c'est un des plus importants festivals de cinéma documentaire aujourd'hui, avec le cinéma du réel et le film Marseille, mais aussi Douarnenez et beaucoup d'autres, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. En 86, le CNC crée un compte de soutien à l'industrie des programmes audiovisuels pour les productions à la télévision. Et ce fonds de soutien ne prend pas en compte le documentaire. Le film documentaire n'apparaît pas comme pouvant postuler à cette aide-là. Et donc il y a un groupe qui existait déjà, un collectif qui s'intitule La Bande à Lumière, donc qui réunit des producteurs et des cinéastes qui se mobilisent pour faire en sorte que le film documentaire puisse être pris en compte dans ce nouveau fonds de soutien qui est mis en place. Ils obtiendront gain de cause. Et dans la dynamique de cette mobilisation, ils décident de continuer à se retrouver, de continuer à réfléchir ensemble, de continuer à partager des œuvres et des films. Et donc, ce qui donnera naissance à l'USAS, mais dans le même temps aussi au film Marseille, qui va d'abord avoir lieu. Il va y avoir une première édition à Lyon, qui était la Biennale de Lyon, qui aura lieu qu'une seule fois. C'est la raison pour laquelle le film Marseille a une édition de moins, qu'ils sont à 36 et pas à 37. Et avec la préoccupation aussi très importante économique de comment on produit, comment on peut réaliser des films documentaires, et donc la création d'un marché du film qui est aujourd'hui le Sunnyside of the Dock, qui se déroule à La Rochelle. Et l'idée, alors pourquoi l'USAS ? Ce petit village d'Ardèche qui à l'époque a 600 habitants, aujourd'hui c'est le double, parce que le producteur et réalisateur Jean-Marie Barbe, qui vit à Lussas, qui est le fils de l'épicière, propose tout ça, qui fait partie de la Bande à Lumière, dit mais il faut absolument, on produit en région des films documentaires, et il faut venir en milieu rural, il faut arrêter d'être dans les villes, on peut très bien se retrouver dans un village pour réfléchir à toutes ces questions qui nous préoccupent, et montrer aussi le cinéma documentaire à un autre public. Donc d'emblée, c'est à la fois une rencontre professionnelle, c'est des professionnels qui décident de se retrouver ensemble pour échanger sur leur manière de faire des films, sur leurs pratiques, qui d'emblée convient un public très large à venir découvrir des films documentaires. Dès la première édition, il y a cette idée qui me paraît aujourd'hui assez évidente, mais qui n'était peut-être pas à l'époque. C'était plutôt que d'aller chercher les spectateurs pour les faire venir au festival, eh bien c'est tout simplement aller jusqu'aux spectateurs et donc mettre en place, alors un peu plus tard, des projections dans les villages alentours, autour de l'USAS, mais surtout mettre en place des projections chez l'habitant. C'est-à-dire que dire, bon, voilà, on va demander à des personnes qui ont envie de se livrer à l'aventure, qui va être de projeter un film chez soi, d'inviter son cercle de connaissances et son cercle d'amis à venir découvrir un film, bien sûr, en présence du ou de la cinéaste. C'est deux types de programmation qui existent encore aujourd'hui et qu'on essaye, dans un souci de s'adresser un peu plus aujourd'hui au public local, de développer, et notamment en mettant en place une diffusion à l'année. Et donc ce moment-là, alors imaginez-vous que bien sûr à l'époque, c'était sur le téléviseur avec un lecteur VHS, mais ça a vraiment créé, pour des personnes pour qui il n'y avait pas une évidence à aller voir des films documentaires dans une salle de cinéma à l'USAS avec des professionnels, eh bien de entrer en relation avec ces œuvres, donc dans un autre dispositif, un autre cadre. Juste évoquer bien sûr, ça c'est très important, que c'est un festival non compétitif, il n'y a pas de thématique générale, on organise des séminaires, des ateliers de réflexion sur le cinéma, et puis il y a des programmations consacrées à un pays étranger, des rétrospectives d'auteurs, mais je vais passer très vite là-dessus, plutôt pour
m'attarder sur 2 points, sur la manière dont on travaille une séance, et là revenir à mon texte pour une adresse. Juste évoquer, pour ceux qui ne le savent pas aussi, que le festival est organisé par une association qui s'appelle Ardèche Images, qui a été créée par Jean-Marie Barbe en 1979, donc 10 ans avant la création du festival. Et aussi, quand ils proposent à la Bande à Lumière de faire ça à l'USAS, c'est qu'ils ont déjà organisé un certain nombre de festivals, ils ont cette expérience-là. Et donc, cette association, aujourd'hui, aussi organise, il y a une école documentaire, donc c'est la même structure qui organise le festival et l'école documentaire, qui organise des formations professionnelles, des résidences d'écriture, et qui a créé en 2000, en collaboration avec Marie-Pierre Duhamel-Muller et Yann Lardot des Cahiers du cinéma à l'époque, un master de réalisation, puis plus tard un master de production, puis prochainement un master de distribution et de diffusion. Donc à l'USAS, dans le village, en lien avec l'université de Grenoble. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord, les étudiants ont une formation à Grenoble, plus théorique, et puis ils passent un mois et demi, et ensuite ils viennent passer une année à l'USAS, dans le village, et ils vont faire leur film d'études dans cet environnement et en entrant en relation avec les personnes qui vivent là. Voilà. Et donc, le point pour moi, alors je reviens à ce que j'ai évoqué là en évoquant Jean-Louis Comolli, cette idée du cinéma comme expérience, c'est juste avant, j'ai oublié votre prénom, je suis désolé, la personne qui... Maureen, Edith, non, Edith, Arnaud. Voilà. Edith qui parlait de à quel point il faut accueillir un film. Comment on se met en situation d'accueillir un film? Alors vous évoquiez que les enfants, il y avait quelque chose d'immédiat dans la manière de pouvoir accueillir un film. Mais plus on sort de l'enfance et plus on est pris aussi dans un rapport au temps qui se transforme considérablement. Et une des choses pour moi qui reste très importante pour vivre cette expérience, et à l'USAS c'est très important, c'est la parole qu'on va avoir autour des films, l'échange qui va se produire ensuite autour des films, en règle générale avec les auteurs et les autrices des films, mais pas toujours. On peut aussi avoir bien sûr un échange autour des films sans le cinéaste. Et là, pour moi, c'est des choses très concrètes, mais la manière dont on va accompagner cet échange-là, elle est assez déterminante. Alors, je me bats pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de nécessité de se battre, mais je formule souvent le fait que dans les festivals de cinéma, une chose qui a pris le pouvoir, c'est le fameux Q&A, c'est-à-dire qu'on pose des questions et on donne des réponses. Et y compris en France, on emploie cette expression Q&A, et à l'USAS, on continue d'indiquer que le débat est accompagné par le débat, et même quand on fait la traduction en anglais, on ne met pas Q&A, on met debate, lead by. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très important, parce que ça désigne bien le fait que quand moi j'invite des spectateurs à prendre la parole après une projection, je ne leur pose pas la question de est-ce que vous avez des questions, mais j'invite toujours à donner est-ce qu'il y a des réactions, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a un sentiment, est-ce que vous voulez partager, et en précisant que l'idée c'est de partager quelque chose avec le cinéaste, la cinéaste, mais aussi avec les autres spectateurs. Et simplement la manière de formuler cette invitation à la prise de parole, je pense, j'en ai l'expérience, change beaucoup les choses. Dans la manière aussi d'engager l'échange, moi j'ai pour habitude de faire un premier commentaire auquel j'ai pensé, que j'ai construit, et qui est pas... Alors j'ai toujours des questions un peu en réserve, parce que c'est pas non plus évident d'engager comme ça un dialogue avec un cinéaste ou une cinéaste à partir d'un commentaire. Mais dans ce commentaire, je pars toujours de
la manière dont moi j'ai regardé le film, dont je l'ai reçu, dont je l'ai perçu, et puis j'y ajoute un regard et une interprétation sur la manière dont le film est fait. À l'USAS, et particulièrement parce que c'est un festival de films documentaires, c'est déterminant de parler de la manière dont les films sont faits, c'est-à-dire de parler de mise en scène, de parler de mise en relation, de parler de mise en situation, ce qui bien sûr n'interdit pas du tout de parler du sujet, mais en tous les cas de bien savoir que les questions de représentation, particulièrement aujourd'hui, elles deviennent de plus en plus cruciales, et donc c'est des choses qui ont déjà été évoquées ce matin, Nicolas Philibert l'a précisément aussi formulé, c'est un film propose une représentation, une vision du monde. Et je termine. Alors, oui, juste un point important sur la question du temps. C'est souvent autour de 45 minutes. On a 45 minutes après un film, si on le souhaite. Aussi parce que très souvent, moi j'observe que les 20 premières minutes sont monopolisées tout à fait naturellement par des personnes qui ont plus de facilité à prendre la parole. Et très souvent, j'observe, je regarde vraiment attentivement les spectateurs et je vois la personne qui est là, qui frémit, qui a envie mais qui n'ose pas. Et parfois, ça m'arrive de directement solliciter quelqu'un qui n'a pas levé la main. Alors, c'est bien sûr pas une obligation, mais pour l'inviter à prendre la parole. Et souvent, elle prend la parole. Mais ça, c'est possible qu'au bout d'un certain temps, quand l'échange a aussi pu permettre à des personnes qui ont besoin de plus de temps, tout simplement, de formuler leurs commentaires. Et je ne crains pas du tout le silence dans un débat, c'est-à-dire que je m'accorde aussi parfois 1 minute, qui peut être très long, de silence avant de décider qu'on arrête ou on poursuit l'échange. Et comme j'avais rédigé d'une manière un peu plus précise ce que je viens de dire là, mais pour clore mon intervention. Alors, je suis obligé de remonter un petit... Ah oui, voilà, ça, je suis obligé d'évoquer cette petite anecdote, mais qui a été très importante pour moi. C'est le jour où une spectatrice, qui par ailleurs était bénévole au festival, est venue me dire, pendant le festival, qu'elle appréciait mes interventions, pas parce que c'était mes interventions en elles-mêmes, mais parce que la manière dont je parlais des films, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, partait de comment je les recevais, de comment je les regardais, et donc de ma sensation, et ensuite, bien sûr, en proposant en formulant une forme plus critique, plus analytique, très importante. Et donc pour elle, elle comprenait qu'il était tout à fait possible de parler depuis cette place-là. Et donc j'ai envie de dire qu'il y a autant de manières de parler, de rendre compte et d'inscrire une expérience qui nous inspire pour penser le cinéma en termes de situation, de moment, et autant pour le cinéaste et pour le spectateur. C'est-à-dire que leur parole, leur regard, n'est plus assigné à une place, un point de vue. J'aurais pu m'étendre un peu sur cette question du point de vue contre laquelle je bataille un petit peu, notamment en l'opposant au point de voir de Ligny. Et donc, leur parole n'est plus assignée à une place, un point de vue, un avis, c'est-à-dire non pas d'où je regarde et d'où je parle, non pas qui parle, mais comment je regarde, comment j'entends, comment je reçois. Merci. Merci. Merci Christophe. J'ajoute juste que l'ensemble des choses importantes qui se font autour d'Ardèche Images a été complété par l'existence d'une plateforme Internet, ce qui est, j'espère que tout le monde connaît Tank ici, qui a un accès formidable, et que, à propos d'Ardèche Images en général et de la naissance de Tank en particulier, il y a un film et une série de Claire Simon qui permet
de retrouver le déroulement de cette aventure. C'est une aventure, mais c'est beaucoup de pensées en réalité, c'est beaucoup de réflexions en actes qui se sont traduits au moment de la mise en place de ce nouveau projet conçu autour de l'Ardèche Image. Christophe n'a pas souhaité le faire, mais c'est une expérience de vie, le festival de Lussas, de manière d'aller dans un festival tout à fait singulière, avec des dimensions folkloriques, si on veut, ou anecdotiques, mais qui font partie aussi de ce qui est joyeux, de ce qui est de l'implication personnelle dans les façons de dormir, ou dans les façons de manger, ou dans l'interaction avec les habitants, qui sont des ressorts de cette dynamique-là qui comptent. Absolument. Alors, je ne l'ai pas fait faute de temps pour être au plus près de notre échange, hein, qui pour moi c'est plus important même partager le cinéma que expérience de la transmission. Mais c'est vrai que dans la dynamique des activités d'Ardèche Image, donc l'école existe depuis 2020, donc ça représente 300 étudiants qui ont été formés au fil du temps. Et une chose importante que je n'ai pas dite, c'est que le public de l'USAS a considérablement rajeuni depuis après le Covid. Et donc maintenant, il y a vraiment une majorité de jeunes. Alors, pas aussi jeunes qu'ici, mais plutôt précisément des étudiants. Alors, à la fois parce que les bénévoles, une centaine chaque année, sont des gens qui sont impliqués aussi dans des études de cinéma ou qui ont simplement envie d'être spectateurs de cinéma. Et que donc, dans la convivialité, ça c'est très important de rappeler qu'on a été tout le temps soutenu par la municipalité. C'est pas évident que 5000 personnes débarquent dans un village de 1000 habitants pendant une semaine. Ça crée aussi des dérangements. Mais un village pendant l'été, effectivement une ambiance très festive, aussi liée à la présence de cette jeunesse. Et dans cette dynamique-là, la création, donc là aussi à l'initiative de Jean-Marie Barbe, de cette plateforme documentaire. Et il y a aussi l'association DocMonde qui fait des formations à l'étranger. Il y a une société de distribution, Andana Film. Et puis il y a un collectif de producteurs issus des formations master production qui s'est constitué, qui s'appelle La Pépinière et qui travaillent ensemble en collectif et continuent de mettre en place un travail de production. Et donc pour moi, il y a vraiment une cohérence, mais qui est une force, et qui est une force d'engagement de la manière dont ce lieu-là a créé au fil du temps ce qui s'y passe aujourd'hui. Alors, un autre festival né la même année, dont nous savons... 2 ans plus tôt, excuse-moi. Tu ne vas pas pouvoir tout nous dire de premier plan, mais il y a un certain nombre de dimensions peut-être moins visibles ou moins apparentes qui participent de l'immense travail de mise en partage du cinéma qui se fait ici et au cœur duquel tu es et tu travailles, mon cher Xavier. Donc, voilà, bienvenue à tous à cette 37e édition, donc festival né en 89 et qui a inscrit tout de suite dans ses statuts, je tiens beaucoup, l'accompagnement des publics, la formation des publics et la mise en place d'une politique active d'éducation à l'image. Dans l'article 2 de ces statuts, voilà, ça veut dire que depuis le premier acte de naissance de ce festival qui est consacré, je le rappelle, vous le savez, à la découverte des jeunes auteurs, à l'accompagnement de leurs œuvres, à la vitalité telle qu'on peut essayer de l'accompagner de cette filière et de l'émergence des jeunes auteurs. Ben voilà, on a mis tout ça dans notre statut et tous les matins, quand l'équipe se lève, ok, on va chercher des premiers films, on va les montrer, on va les accompagner, mais il y a aussi tout le travail, toutes ces relations avec le public, avec les médiateurs et avec tous les gens qui participent à ce goût de transmettre le goût du cinéma depuis 40 ans, et ben c'est dans notre ADN. Voilà, c'est un petit mot pour vous dire que ce festival est né de ça, de cette double point d'entrée, avec un objectif, c'était de faire découvrir des films, des premiers films, voilà, dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est très important pour nous. Et les conditions qu'on propose, nous, à Premier Plan, ce sont les mêmes que les salles proposent d'une manière générale aujourd'hui, à savoir une projection de qualité, un accueil, voilà,
une médiation, une information, un respect de l'œuvre et un respect de ceux qui le font, avec un accueil, on va dire, singulier et une rencontre du même coup optimisée et en fin de compte très sereine, puisque tout le monde travaille sur ces conditions de départ, que derrière un film, il y a un réalisateur, mais aussi une équipe technique, un distributeur, il y a tout un savoir-faire qui se met en œuvre, et chaque film, chaque projection mérite d'être traité comme un événement, une expérience, avec la plus grande des précisions et la plus grande des attentions. Voilà. Cette exigence, elle sert aussi à faire passer nos projections comme étant des expériences singulières. Et comme tu l'as dit, chaque séance est accompagnée, préparée et mérite la même attention qu'une séance de compétition, de rétrospective, pour que le public soit, on va dire, associé au mieux à l'œuvre et y accéder avec les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, nous, on organise 300 séances, voilà, avec environ 200 films. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Et l'idée, c'est que chacune de ces séances soit une expérience qui permette aux spectateurs de rencontrer l'œuvre et ceux qui la font dans les meilleures conditions. C'est un travail qui est mené à Angers, au cinéma Les 400 coups, tout au long de l'année. Où on l'accueille réalisateur, on organise des rencontres, des débats. Et le festival, ça a un concentré un petit peu de tout ça, où pendant 9 jours, on va accueillir donc 150 réalisateurs, scénaristes, compositeurs, techniciens, producteurs, distributeurs, qui vont accompagner les œuvres et donner un panorama aussi de tous ces talents qu'il faut réunir pour faire un film, voilà, et le mettre dans des salles et le proposer aux spectateurs. Voilà. On va aussi du même coup, grâce à ces rencontres, à cet événement qu'on prépare, j'y reviendrai tout à l'heure, essayer de remplir notre premier objectif, c'est-à-dire donner du plaisir, partager le plaisir qu'on a eu à sélectionner ces films, et puis essayer de faire en sorte que ces moments-là soient générateurs d'envie et de nouvelles pratiques, voilà, et ainsi, tout globalement, contribuer, on va dire, au renouvellement des publics, mais pas qu'au renouvellement, tout simplement au plaisir du public, puisque nous, quand on transmet, c'est pas qu'aux jeunes, on parle souvent des jeunes, mais on transmet, on le verra tout à l'heure aussi, à tous les publics. Voilà. On va là où il faut aller, parce qu'il y a un désir de cinéma, peut-être des moyens à mettre en œuvre pour, encore une fois, faciliter la rencontre avec le film. Voilà. Alors, un bref rappel de comment cette histoire se met en place depuis 37 ans. Et là, j'ai la lourde charge de synthétiser en quelques minutes le travail de centaines de gens qui ont participé à cette aventure de la transmission à premier plan. D'abord, les membres fondateurs d'une association qui s'appelle Premier Plan et qui a justement décidé de s'engager dans ce travail. Hein, il y a bientôt 40 ans, le festival a 37 ans, mais il a mis un peu de temps à se préparer, à s'inventer, voilà, à se structurer. Et bien voilà, c'est une association de gens qui se sont lancés, des militants, voilà, qui avaient un objectif, c'est de faire partager leur amour du cinéma, leur désir de cinéma au plus large public, et notamment les médiateurs, et au premier rang, beaucoup d'enseignants à cette époque-là. Donc voilà, ça a été ça, l'émergence de Premier Plan, c'est des gens qui aimaient le cinéma, et qui ont voulu transmettre ce désir de cinéma aussi. Voilà. Donc cette émergence, elle vient de ce désir, hein, qui était animé de gens qui allaient eux-mêmes beaucoup au cinéma, dans des cinémas d'art-essai, qui étaient ici, qui était le club, avant l'arrivée, et aussi aux 400 coups. Voilà. C'était aussi, il faut toujours le signaler, je pense que le développement de politiques publiques locales, qui allaient en plus des politiques nationales. On a eu la chance, nous, d'être dans une ville où il y avait un goût pour la culture, très prononcé, des objectifs pour permettre à chaque citoyen d'accéder à la culture, qui nous ont permis d'avoir des moyens, des soutiens pour développer ce festival et de pouvoir faire notre travail dès le départ correctement, avec des moyens qui nous permettaient de faire venir des compétences et de développer des compétences aussi. Voilà. Et puis, comme je le disais, renouveler le public, c'est un travail qui ne s'adresse pas qu'aux jeunes, même si aujourd'hui, on sait, et il y a beaucoup de travail qui sont faits pour les écoliers, les collégiens, les lycéens. Nous, on travaille sur tout le champ. Et j'aime bien l'expression sur tous les fronts. Et pour aller dans ton sens, je dirais, on n'est ni horizontal, ni vertical, ni en diagonale, mais en 360 degrés dans notre approche des publics. Voilà. Donc, 360 degrés, ça veut dire qu'il faut travailler avec beaucoup de personnes. Et donc, sur la base de ce travail initié par cette association, il y a eu tout de suite des gens qui ont été associés. Voilà. Donc, notamment les médiateurs, ceux qui travaillent déjà avec, notamment les plus jeunes, voilà, les professeurs, les enseignants, les chercheurs,
universitaires ici, et puis évidemment, ceux qui font des films, qui les accompagnent, les professionnels. Ce festival, et c'est tout de suite, mis en relation, parce qu'il a été créé par des professionnels de cinéma aussi. Claude Porot, il était fondateur du cinéma Les 400 coups, il était producteur, distributeur. C'est tout de suite associé les professionnels qui ont tout de suite compris ces enjeux. Voilà. Pour nous, les enjeux, c'était ces premiers films. Voilà, et la manière dont le montrer au plus grand nombre pour partager, je veux dire, ces regards singuliers qui étaient portés par ces réalisateurs, que ce soit pour des courts-métrages, des films d'école, des longs-métrages. Voilà. Donc on est parti dans cette aventure à plusieurs milliers, si j'ose dire. Ça veut dire qu'effectivement, la première année, on a réuni 14 000 spectateurs parce qu'il y avait déjà plusieurs dizaines de personnes qui avaient travaillé sur ce beau projet. Voilà. Donc l'association et une équipe. Et donc aujourd'hui, un travail qui nous amène à accueillir environ 80 000 spectateurs autour d'une offre pas si évidente que ça, puisqu'on présente quand même des films inédits. Pas si évidente aussi, parce qu'on présente aussi des films qu'on va ramener à redécouvrir, des films de patrimoine. Et donc cette double offre, on l'accompagne de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec des gens compétents, investis, engagés. C'est-à-dire qu'aussi le festival, il a la force des personnes qui l'accompagnent. Et cette force, je l'ai dit, c'est les militants qui sont réunis autour du travail que mène l'association, et puis une équipe qui s'engage aussi dans ce projet qui se développe tout au long de l'année. Voilà. Donc ce projet, il a été possible aussi parce que Premier Plan a su rassembler autour de lui des partenaires. C'est une question importante, les moyens qu'on peut mettre en place pour un festival comme celui-ci. Et dès la première année, le festival a eu le soutien de la ville d'Angers, qui a trouvé intéressant de se lancer dans une aventure où les premiers pas étaient valorisés, où le début, où l'émergence était mis en avant et où elle était partagée auprès du plus large public, notamment les jeunes. Voilà. Donc la ville a dit banco tout de suite, formidable. Le CNC aussi. Le CNC, dès la première année, a vu l'intérêt qu'un festival de premier plan se consacre aux jeunes auteurs. Voilà. Et comment cette rencontre avec le public pouvait aussi servir à valoriser ce travail et à valoriser ces premiers films qui méritaient d'être mis en avant auprès d'un public, parce que souvent, les premiers films, ils sont difficiles à défendre. À l'époque, ils étaient difficiles à défendre, en tout cas, parce que peu diffusés. Et bien, le premier plan permettait de les défendre en les diffusant auprès d'un large public et de les valoriser d'une manière, on va dire, assez incroyable, puisque... je rappelle, chaque film présenté en sélection officielle à premier plan est accompagné par son réalisateur, son producteur ou son comédien. En tout cas, le film vient avec ceux qui le portent, qui l'ont fait et qui le portent. Voilà. Donc les partenariats ont été importants parce qu'ils nous ont permis de dégager des moyens. Voilà. Et ces moyens, ils sont venus aussi à l'époque du conseil départemental, je l'ai dit, du CNC de la ville, du conseil régional aussi. Bon, on passe, parenthèse terminée. Voilà. Mais ces moyens nous ont permis aussi de construire une proposition très forte dès la première année, basée, comme je l'ai dit, sur des moyens logistiques, on va dire, exigeants, qui permettaient d'accueillir un grand public dans des meilleures conditions, mais aussi d'avoir des conditions d'accueil des réalisateurs et de conditions de travail de médiation qui nous ont permis de réunir tout de suite du public, parce qu'on avait fait un travail de fond pour préparer cette première édition. Ce travail est perdure. Un festival, chez nous, il se prépare le lendemain du précédent. Lundi prochain, nous allons nous réunir pour faire le bilan et préparer le travail. Et ça, c'est très important, je dis, dans notre travail, c'est d'avoir les moyens, d'avoir du personnel, d'avoir des compétences tout au long de l'année pour pouvoir accompagner les projets. Et ces projets qu'on conduit, ils sont là pour transmettre ce goût du cinéma, cet amour du cinéma, ce regard qu'on peut poser sur ces films. Et c'est très important aujourd'hui de défendre cette idée de transmettre auprès de ses partenaires pour qu'ils continuent à nous soutenir dans cette démarche. Cette démarche, elle doit se préparer, elle doit se décliner tout au long de l'année et être, on va dire, dans son moment le plus on va dire, fou et intéressant, quel festival. Voilà. Vous imaginez accueillir 30 000 jeunes spectateurs sur 8 jours, ce que ça veut dire. Voilà. Donc c'est assez incroyable avec leurs enseignants, etc. Donc ce travail, il est basé sur des compétences qu'on a créées nous-mêmes, mais parce qu'on avait aussi le soutien des partenaires. On les oublie, mais aussi le soutien des entreprises qui soutiennent le festival et qui adhèrent à notre ADN
et aussi à ce travail d'éducation à l'image, ce travail de formation, ce travail de transmission. Voilà. Donc cette ambition qu'on a, il a fallu qu'on la partage donc avec tous ces gens-là. Il va falloir qu'on la décline en actions très précises. Donc la première des actions qu'on a mis en œuvre, c'était le travail d'accompagnement des œuvres, notamment en créant un groupe incroyable, ou professionnel, premier plan, mais aussi salle de cinéma, qui faisait partie du comité de pilotage, et enseignants se réunissaient pour préparer le festival en choisissant, en accompagnant les œuvres en commun. Et ce travail perdure, et aujourd'hui, depuis 37 ans, ce groupe travaille, réfléchit à la manière dont on peut décliner notre proposition artistique auprès du plus grand nombre. Il nous aide aussi à mettre en place des opérations à destination des publics, suivant leurs âges, suivant leur attente, parce que nous sommes en lien aussi avec les enseignants. Et quand je dis maintenant, premier plan, c'est 360 degrés, il y a 2 personnes, à peu près, tout au long de l'année, qui travaillent sur ce projet, de décliner le festival et le proposer de la manière la plus précise, la plus singulière possible, au plus grand nombre. Juste un petit détail pour vous dire sur ce travail qu'on mène ensemble. On le mène évidemment avec les médiateurs, mais aussi on travaille beaucoup avec d'autres partenaires. Les institutions, évidemment, les gens qui sont en relation avec le public, mais aussi avec les institutions culturelles, puisqu'on travaille beaucoup sur le décloisonnement des disciplines. Ça, c'est très important. On travaille avec les gens du théâtre, avec les gens de la danse, les gens des musiques actuelles. On a créé un écosystème ici, un réseau de collaboration qui fait que notre festival, à chaque fois, peut être décliné par 1000 biais thématiques, mais en tout cas, toujours en valorisant le travail des cinéastes qu'on présente. Voilà. Travail d'équipe, ça c'est très important. Il faut savoir qu'on a une équipe où je dis toujours les programmateurs et les médiateurs travaillent main dans la main. Ça veut dire que nos programmateurs sont toujours en liaison avec nos médiateurs. Nos médiateurs sont toujours en liaison avec la programmation et les films sont vus pour être préparés. C'est-à-dire qu'ici, les gens qui travaillent avec l'équipe publique voient les films. Et les proposent de la manière la plus intéressante possible. Et c'est très important dans notre travail. On a environ 11 personnes qui font la sélection et environ 5 personnes qui regardent des films qu'on propose de manière particulière par rapport à des objectifs qu'on définit avec les enseignants et les médiateurs. Les savoir-faire qu'on a développés, comme ça nous permet aussi d'adapter nos manifestations et nos propositions auprès du public. On a parlé des jeunes. Eh bien, on travaille notamment avec un segment qui est très particulier, c'est les 3-11 ans. On l'a créé, on a réussi à rendre compétitive une section consacrée aux jeunes enfants de 3-11 ans en les faisant voter. Voilà, ça s'appelle Chenaplan. Donc en gros, depuis 3 ans, 4 ans, les jeunes viennent aussi, à premier plan, ils voient un film, ils partagent, ils expriment un point de vue, ils votent, ils décernent des prix. Voilà, ces prix sont remis, sont délivrés. C'est dans le palmarès officiel, c'est une manière assez précise dont on a voulu associer les jeunes de manière très pratique à un festival de découverte. Ce qu'on fait aussi, par exemple, c'est de réunir les jeunes avec l'idée de leur faire regarder les films d'un point de vue très critique, en les rassemblant dans des jurys. On les appelle des jurys amateurs, mais c'est très important la manière dont on compose, nous, des jurys. Des jurys de jeunes, des jurys d'étudiants, des jurys de gens qui ne se connaissent pas, qui viennent de plusieurs pays, des jurys de jeunes internationaux. L'idée, c'est à chaque fois d'avoir un regard singulier sur les films et avec des actions comme celle-ci, de montrer tout l'intérêt qu'il y a à voir des films, en discuter, les valoriser et transmettre ce goût aussi de se confronter à l'œuvre, tout simplement. Voilà. Ça, c'est au centre du sujet. Et puis, un autre aspect du festival qui est non négligeable, qui est très important, c'est qu'il accueille plus de 1500 jeunes en formation dans les sections audiovisuelles. Voilà. Et ça, c'est très important. Ils viennent de toute la France, principalement du grand quart ouest de la France. Mais chaque année, il y a une centaine de groupes qui viennent. Ça fait plus de 1500 lycéens qui se destinent, pour certains, au métier du cinéma, mais en tout cas, qui s'intéressent au cinéma, qui en font un acte fort de leur parcours scolaire et personnel. Et c'est ici qu'ils se confrontent à la découverte d'œuvres inédites. Voilà, les premiers films. Et alors, les enseignants ont les clés pour certains d'entre eux, sur certains films. Mais en tout cas, ils leur laissent aussi une latitude pour aller choisir eux-mêmes les films. Et ces 1500 lycéens, on les retrouve
pour certains, parfois dans les équipes de stagiaires, ou alors dans les filières, dans la profession. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il était venu ici tout à l'heure lorsqu'il était... voilà. Et nous, on a le plaisir depuis 37 ans d'accueillir des lycéens qu'on retrouve maintenant en tant que jeunes professionnels. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est qu'on travaille avec les jeunes, mais pas que. Pardon. On travaille aussi avec des publics dès qu'on peut. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du travail qu'on faisait qui était fait avec les bibliothécaires. On travaille avec les bibliothécaires. C'est des endroits de vie dans les communes. Eh bien, on travaille avec les bibliothécaires pour faire un travail autour des films, en faisant des projections spéciales pour eux, mais aussi en leur faisant composer, là encore une fois, un jury. On travaille aussi pour transmettre le cinéma avec un public plus éloigné du festival. C'est les gens qui sont en établissement, en maison de retraite. Et on l'a appelé notre action au rembobinage. Voilà. C'est-à-dire on rembobine l'histoire personnelle de chacun, on va proposer des films, on fait un atelier de programmation avec eux. Et c'est une manière, encore une fois, de transmettre auprès d'un public qui est très éloigné de la salle. Si la salle, c'est au cœur de notre projet, il y a des publics qui ne peuvent pas y accéder. Eh bien, avec notre action 360 sur tous les fronts, on se déplace là où le cinéma a besoin d'exister, notamment dans des communes où il y a des associations qui défendent la même chose que nous et qui s'appuient sur le même type de programmation que nous. Voilà. Et puis, une chose sur laquelle on va insister, parce que je crois que le temps est compté, c'est la place des professionnels dans ce travail. Nous, on travaille, on montre des films. Les professionnels, les premiers professionnels avec qui on travaille, c'est évidemment les salles de cinéma, évidemment, leurs exploitants, leurs programmateurs, leur personnel, mais aussi tous les professionnels qui peuvent intervenir auprès de nous pour ce travail, d'accompagner les films, de décliner des thématiques, d'animer des ateliers de pratique. Et quand je dis premier plan, c'est surtout les fronts, surtout ces 360. Nous, on a une équipe de médiation qui est une équipe tout-terrain, 4x4. Voilà. C'est-à-dire qu'elle s'adapte à toutes les situations, à toutes les demandes, à tous les désirs, et elle invente sur la base de notre travail de programmation, sur notre socle commun que sont ces premiers films et ces films de rétrospective qu'on présente. Elle s'adapte à tout ce qui est imaginable et à tous les désirs qui peuvent se décliner en action à destination des publics. Voilà. Donc, je fais court, 30 000 spectateurs de moins de 25 ans, 80 000 spectateurs dans nos salles pour voir des premiers films et redécouvrir des films de rétrospective. Un travail sur 9 jours, vous imaginez que c'est beaucoup de préparation, mais ça se décline merveilleusement bien parce qu'on l'est accompagné. Voilà. Et je trouve que ce festival, au-delà du travail que nous faisons nous-mêmes, c'est un bon résumé de la manière dont on peut travailler en équipe, ensemble, en partenariat, de manière partagée, autour du goût du cinéma qu'on peut transmettre, mais aussi autour du goût qu'on peut avoir de transmettre, le goût de transmettre aussi. C'est un peu ça, votre premier plan. On aime bien, nous, former des jeunes gens avec nous. Ils sont stagiaires, ils sont jeunes débutants, ils sont bénévoles, et souvent, c'est dans ce vivier-là qu'on va repérer les gens qui vont nous accompagner dans le futur. Voilà, en résumé, premier plan, c'est une programmation très solide, exigeante, mais accessible, sur laquelle on développe des prototypes. Par exemple, dans le cadre du projet 15-25, on a créé un modèle très intéressant qui s'appelle les éclaireurs. On envoie des gens dans d'autres festivals pour venir nous les présenter. Ou alors des modèles de formation, par exemple avec Chambre de commerce et d'industrie, où on a créé un module pour les jeunes apprentis. Premier plan, c'est un modèle de prototype qu'on essaye de partager, de modéliser et pourquoi pas de disséminer. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est une approche singulière de la transmission, mais toujours basée sur le travail qu'on fait sur ces premiers films. En conclusion, moi je suis, on va dire, un enfant de cinéma aussi, puisque j'ai appris ce goût de transmettre et ce travail qu'on mène tous ensemble pour donner l'occasion à tous de découvrir des films dans les meilleures conditions et dans les meilleures salles qui soient, avec Enfants de cinéma, un jour de 95 ou 96 au Volcan, avec M. Alain Bergala. Et je voulais vous remercier, les Enfants de cinéma, de tout le travail que vous avez fait depuis 30 ans, et l'impulsion que vous avez donnée à mon parcours, qui aujourd'hui, j'essaye de partager avec l'ensemble de l'équipe, et que je partage avec tous les militants qui ont monté cette association formidable, Premier Plan, qui défend ses objectifs. Voilà. Merci.
Merci Xavier.